Oui, donc la question que je vais poser aujourd'hui est celle de la façon dont Léonard est devenu ingénieur militaire, sachant qu'on est dans un paradoxe puisque Léonard au début est d'abord formé comme un artisan, un artiste, mais à l'époque c'est un artisan en peinture. Alors effectivement, il a une petite formation mathématique dans les écoles d'Abac, mais à cette époque, il n'y a pas d'ingénieurs militaires. Les seuls ingénieurs militaires de l'époque sont plutôt menuisiers au départ. Et ces menuisiers deviennent parfois des ingénieurs. Alors, en 1482, donc Léonard a une trentaine d'années, il est envoyé en mission diplomatique chez Ludovic Sforza à Milan, depuis Florence. Il est excellent musicien, donc... mais il profite de ce voyage pour envoyer une lettre à Ludovic le Mort, le maître de Milan à cette époque. Cette lettre, on n'en a que le brouillon. Vous voyez que ça n'est pas l'écriture spéculaire de Léonard de Vinci, c'est l'écriture d'un notaire. Mais la lettre est très intéressante, elle est extrêmement connue. Léonard y explique, voilà son futur patron, enfin celui dont il rêve, il y explique qu'il est capable de faire toute une série de choses totalement extraordinaires. Alors c'est intéressant pour moi de parler de ce sujet dans ces lieux, puisque vers 1900, cette arène a été l'occasion de grandes batailles entre un monsieur Hatton de la Goupillière, académicien, et le grand chimiste Marcellin Berthelot. Et Marcellin Berthelot avait exactement les mêmes préjugés que vous, mais avec quelques arguments d'historien. Et Marcellin Berthelot, bon voilà, il lit cette lettre, j'ai les moyens de construire des ponts très légers, solides, robustes et d'un transport facile. Voilà, Léonard se vend comme ingénieur. Et le problème que perçoit très vite Marcellin Berthelot, c'est qu'une bonne partie des inventions de Léonard de Vinci sont les inventions de ses prédécesseurs, à savoir des savants siennois, comme Tacola, ça veut dire le corbeau, ça s'appelait en réalité Fontana, comme Valturio, qui est un grand auteur de traités militaires de l'époque. Et donc ça pose quand même quelques problèmes. Est-ce que Léonard est l'inventeur de ces inventions ? Et Marcellin Berthelot, le grand chimiste, dit bah, écoutez, il y a quand même, si on considère que ces mitrailleuses, ces tanks, ces choses qui sont proposées dans la lettre sont inventées par Tacola et Francesco di Giorgio Martini, qu'est-ce qui reste ? Alors la critique est un peu trop sévère. Mais effectivement, si on regarde bien les propositions de Léonard, pour l'investissement d'une place forte, je sais comment chasser l'eau des fossés, construire une infinité de ponts béliers et échelles d'escalade, vous voyez des dessins d'échelles d'escalade de Léonard, mais vous avez aussi des échelles d'escalade chez Tacola ou chez Valturio. De même, la question des ponts n'est pas totalement neuve. Mais c'est intéressant que dans cette lettre, on contextualise particulièrement bien ce que Léonard veut faire. On est en 1482 dans une guerre entre Milan et Venise, et dans la zone de Ferrare qui est l'enjeu de cette guerre, il y a énormément de problèmes de franchissement, et Léonard propose des solutions tout à fait originales, comme improviser par une forme géométrique des ponts qui tiennent tout seuls. On sait que plus tard, pour César Borgia, il improvisera d'autres ponts de ce genre en tant qu'ingénieur militaire. Donc voilà, ces projets, bien qu'ils ne soient pas encore ingénieurs militaires à ce moment-là, ont quand même une certaine tenue. Voilà. Alors, il explique aussi qu'il est capable de poser des mines, de creuser des sapes, mais ça, on trouve ça chez Tacola et chez Francesco di Giorgio Martini. Voilà, ces sapes sont utilisées d'ailleurs peu de temps après par Pedro Navarro, un capitaine que Léonard a sans doute connu, notamment pour faire sauter des forteresses à Sarzanella ou à Naples. Et quant aux ribotquins, aux orgues d'artillerie de Léonard, juste pour être un petit peu sur la ligne de Marcellin Berthelot, vous voyez qu'en Allemagne, exactement à la même époque, on a les mêmes. Donc
vous voyez, faire de Léonard l'inventeur de la mitrailleuse, supposer que ce soit quelque chose d'intéressant, je suis assez d'accord avec vous. Vous voyez, là, c'est problématique. Voilà. Alors, je pourrais passer sur tout ça, mais même les tanks. Vous voyez, le fameux char d'assaut de Léonard de Vinci pose problème. D'abord parce que les engrenages tels que vous les voyez là font que les roues avant iraient du côté droit et les roues arrière du côté gauche, ce qui immobiliserait quand même quelque peu le tank. En plus, imaginez que si vous mettez autant de canons que ça, s'il faut les charger de l'extérieur, on ne voit plus trop l'intérêt du tank. Et s'il faut les charger de l'intérieur, ce qui est possible avec ce qu'on appelle des veuglères à l'époque, là vous empoisonnez vos conducteurs. Donc on peut effectivement discuter de ce que Léonard est capable de faire dans les années 1480. Voilà, alors il y a d'autres machines, catapultes, je n'ai pas le temps de développer tout ça. Ce qui m'intéresse tout de même, c'est que Léonard, dans les années qui vont suivre, et là on est dans le manuscrit B qui vient d'être présenté, Léonard acquiert peu à peu tout le vocabulaire des fortificateurs du temps. Et notamment, vous voyez ici un dessin qui sans doute fait référence au château Sforzesco de Milan. Les mots employés sont des mots d'ingénieur militaire. Donc, la lettre de Léonard n'a pas fonctionné pour se faire embaucher tout de suite, mais dans les 5-6 années qui suivent, Léonard réussit à se former. Et de fait, dans les archives de Milan, dans les années 1590, on trouve le titre « Leonardus de Florentia, ingenieur et Pintor ». Et à l'époque, Léonard fréquente effectivement d'autres ingénieurs, dont un certain Angelo di Pastuccio, dit Bramante, c'est un des grands architectes du temps. Petite note, vous voyez dans le manuscrit, un petit pont-levis que m'a montré Donatino. Et c'est bien de Bramante qu'il s'agit ici. Donc voilà, contact et découverte par Léonard, ou enfin en tout cas discussion par Léonard, des nouvelles techniques qui peuvent s'opposer aux canons, puisque les canons sont capables désormais de détruire toutes les fortifications médiévales. La fortification qui défend depuis un sommet les murailles doit être remplacée par un type de fortification où les lignes de feu sont plutôt horizontales. Et vous voyez que dès les années 1490, Léonard répond déjà à ce genre de problématiques. Et puis, vous voyez d'autres réflexions sur comment dévier les boulets des canons sur une muraille. Léonard s'intéresse beaucoup aussi à Milan, dans ces années-là, à cette nouveauté qu'est l'artillerie. Car là est vraiment l'innovation à cette époque. Alors on a beaucoup dit que Léonard s'intéressait uniquement à l'artillerie, parce qu'évidemment il faut laver le génie du crime d'être un ingénieur militaire. Et on a beaucoup dit que s'il s'était intéressé à l'arsenal de Milan, c'était parce qu'il voulait connaître les techniques de fonderie, notamment pour un énorme cheval, une énorme statue équestre. C'est vrai en partie seulement parce que une bonne partie, faut pas juste regarder les dessins de Léonard, il faut aussi lire les textes qui sont très importants. Une bonne partie des textes et des dessins de Léonard font allusion à des techniques de fonderie militaire. Et lui-même est inventeur de certains détails militaires. À tel point que si l'on peut reconstruire aujourd'hui la façon dont on fabriquait un canon au XVe siècle, eh bien c'est parce que Léonard en a détaillé chacune des étapes. Vous voyez, du coup, on s'éloigne un peu du gentil artiste. Voilà, alors le type de canon que l'on fabrique à Milan à cette époque-là, c'est ça. Ce sont des bombardes, les premières bombardes en bronze, qui sont des bombardes coulées, c'est très complexe. Léonard en explique le processus créatif. Mais la nouveauté, dans les années 1495, quand les Français arrivent en Italie, ce sont des canons beaucoup plus mobiles, beaucoup plus petits et beaucoup plus dangereux, qui envoient des boulets de fer. Vous voyez, avant, on envoyait des boulets, vous voyez la taille d'un boulet, ça vient du musée de l'armée, je vous engage à visiter ce très joli musée. Et vous voyez que la nouvelle artillerie, eh bien, Léonard va s'y intéresser et va aller très très loin. Il va notamment travailler sur une théorie de la balistique. Et c'est là que l'ingénierie militaire rejoint les mathématiques. Et
il construit une théorie de la balistique dont, pour ne pas trop vous ennuyer, je vais essayer juste de pointer ce qui est important. Si Léonard réussit à développer ses idées alors qu'il n'est pas formé à l'université, il ne parle pas le latin et il n'a évidemment reçu aucune leçon sur Aristote, etc. Mais il discute avec ses amis, qui parfois sont médecins, qui eux ont été formés à Aristote, ou qui parfois, comme ce Pietromonte que vous voyez ici, sont des condottieri et savants, des hommes de guerre, des entrepreneurs de guerre extrêmement savants. Et Pietromonte est l'un de ceux qui connaît très très bien l'artillerie, par exemple ici l'artillerie de Maximilien d'Autriche. Et Léonard va discuter avec Pietromonte de la physique qu'il y a derrière un boulet. Qu'est-ce que c'est que la physique d'un boulet de canon? La première idée de Léonard de Vinci, elle est aristotélicienne, comme celle de tous ses contemporains, ou à peu près. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un boulet continue d'avancer une fois qu'il a été tiré depuis sa bombarde, c'est que l'air qui était devant passe derrière et pousse le boulet. Ça vous semble un peu ridicule, mais respectons quand même à peu près 2000 ans de science. Et ce phénomène est appelé par Aristote l'antipéristase. Mais à certains moments, Léonard a un doute. Plutôt, là, on est assez tard, hein, on est dans les années 1500, 1510, et Léonard dit, oui, mais si... Alors, parce que Léonard a aussi discuté avec Pietromonte et d'autres de la question de la façon dont on peut penser le boulet. Et les aristotéliciens avaient une idée qui était que ça n'était pas l'air qui poussait le boulet, mais une qualité, un impetus, une impulsion qui était donnée au boulet au moment où on le tirait. Et cet impetus, pour prouver qu'il existe et que Aristote a tort, c'est quand même énorme de prouver qu'Aristote a tort, il propose une expérience. C'est aussi énorme de contredire les autorités par une expérience à cette époque-là. Et son expérience, c'est de tirer avec une escopette dans une gourde. Je l'ai fait moi-même, avec des caméras à haute vélocité pour voir un petit peu ce qui se passait. Je n'avais aucun doute sur le résultat, mais bon, c'était plus visuel. Et ce qu'il découvre, c'est qu'effectivement, vous voyez, si la gourde est pleine d'eau, quand la balle entre dans la gourde, on ne peut pas raconter qu'il y a de l'eau devant la balle. Il y a forcément qu'il y a de l'air devant la balle qui partirait derrière la balle, puisqu'il y a de l'eau dans la gourde. Donc, si Aristote a raison, la balle s'arrête. L'expérience prouve que la balle ne s'arrête pas, traverse la gourde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon Léonard, c'est que la balle est chargée d'un impetus, d'une impulsion, et donc ce n'est pas l'air qui la pousse. Vous voyez, c'est de la physique. C'est de la physique démontrée par une expérimentation. Alors, il a l'idée, ça n'est pas de l'expérimentation tout à fait moderne, parce qu'il a l'idée avant de lancer l'expérimentation, mais il vérifie quand même ses idées par une expérimentation, et c'est déjà quelque chose d'assez neuf. D'autant qu'avec son ami Pietromonte, voilà quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps et qui est quand même, à mon sens, totalement extraordinaire, Pietromonte est un des premiers à avoir dit que si on lance deux balles de poids différents, elles tombent exactement à la même vitesse. Ce qui contredisait, là aussi, Aristote. Ça, c'est un siècle avant Galilée, hein, quand même. Voilà. Et voilà. Donc, et vous voyez que Léonard s'intéresse à cette question de la chute des corps, de la nature de l'accélération. Et vous voyez que donc l'ingénierie militaire rejoint ici la physique la plus pure. Et les intérêts communs de Léonard et de Monte sur la balistique interne vont jusqu'à des questions sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que le bruit à l'intérieur d'un canon? Est-ce que le bruit vient des gaz compressés à l'intérieur du canon, ou est-ce que c'est quand le boulet touche sa cible? Monte et Léonard ne sont pas d'accord sur la question, mais bon. En tout cas, là-dessus arrivent les Français. Je vous présente Louis XII. Et ça va obliger Léonard, il me reste 1 minute, donc juste pour dire ce qui se passe à ce moment-là. Léonard va se ranger du côté des Français. Et là, maintenant, il a sa carrière d'ingénieur militaire, elle est posée.
Et les Français le prêtent à Venise. Venise est allié des Français contre les Milanais. Sauf que les Milanais s'allient aux Turcs contre les Vénitiens. Et Léonard va essayer d'aller défendre sur l'Isonzo, c'est-à-dire ce fleuve, d'aller défendre Venise contre les Turcs. Fortifier des forteresses qui sont là. Se demander si par hasard on ne pourrait pas détourner l'Isonzo par des écluses. Voilà. Et c'est ainsi que Léonard va entrer au service de César Borgia, duc du Valentinois, avec son petit manuskriel au côté, lui faire de la cartographie, parce que faire la guerre, c'est savoir où on est, et faire de la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et vous voyez, je finirai là-dessus, sur un texte qui a été cité, César Borgia de France, car c'est un général français, César Borgia, à tous nos lieutenants, châtelains, capitaines, condottières et officiers soldats et sujets, auxquels ce document se verra présenter, notre très excellent et très cher familier architecte et ingénieur général Léonard de Vinci, porteur de ce sauf-conduit. Donc, Léonard n'a pas fait de l'ingénierie militaire en passant. Il est l'ingénieur militaire en chef du plus terrifiant des condottières de ce temps. Je vous remercie beaucoup.